Bonjour Internet. Aujourd'hui, je continue la série de présentations des livres que j'ai publiés sur Amazon KDP. Et aujourd'hui, c'est le livre Comment apprendre le chinois gratuitement en 30 jours. Alors évidemment, hein, je le dis tout de suite pour les gens qui croient au Père Noël, non, évidemment que vous n'allez pas apprendre le chinois en 30 jours. Comme je l'ai dit pour les vidéos précédentes sur les différentes autres langues, il s'agit de tester rapidement un maximum de ressources pour voir celles qui vous conviennent le mieux, pour avoir un inventaire plus approfondi des différents outils à votre disposition et de se lancer dans l'action. C'est ça le truc, hein, c'est que c'est l'action qui entraîne la motivation et non l'inverse. Ok. Voilà, donc ça c'est le premier point très, très important à relever. Autre point, c'est que, bah, le chinois, bah, alors déjà, dans les différentes langues dont j'ai parlé, elles ont pas toutes le même niveau. Il est évident que lorsque on est francophone, eh ben, c'est plus facile d'apprendre l'espagnol ou le portugais que d'apprendre l'allemand, par exemple. Mais c'est aussi à nuancer, parce que si vous avez fait, allemand première langue, au collège, et au lycée, vous avez déjà, 5, 6, 7 ans, dans les dents et donc du coup, même si, les cours de langue en France, dans le système scolaire, sont pas terribles, vous avez quand même entendu ou en tout cas vous avez mémorisé un certain nombre de structures, donc du coup ce sera peut-être plus facile pour vous, d'accord? Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire: «Oui, on va faire le classement, telle langue c'est plus dur que telle autre». Oui et non, ça dépend quel est votre bagage, ça dépend, donc dans votre bagage, ça veut dire, votre parcours familial, votre parcours de vie et évidemment, éventuellement les choix que vous avez faits quand vous étiez, scolarisé. Mais également, quelles sont les choses que vous aimez? Parce que si vous êtes un passionné de philosophie et ainsi de suite, bah, peut-être que vous allez, lire, Goethe, Nietzsche et compagnie et que du coup vous allez surkiffer. Parce que vous allez les lire dans la langue alors que vous connaissez déjà et donc du coup vous allez pouvoir plus facilement vous imprégner dedans. Vous allez pouvoir plus facilement fournir, plus de travail pour rentrer dedans. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. OK? Mais néanmoins, effectivement, il y a des classifications de langues. Il y a les langues romanes qu'on appelle donc aussi les langues latines. Il y a les langues germanique, il y a différents types, et puis les langues, de façon, les langues slaves comme le russe par exemple, mais vous avez aussi, après des superfamilles comme par exemple les langues indo-européennes. Dans les langues indo-européennes, ça va regrouper à la fois les langues slaves, à la fois les langues germaniques, à la fois les langues romanes et également même les langues, bah, certaines langues indiennes typiquement héritées du sanskrit. Mais voilà, plus on s'éloigne comme ça dans la structure, plus évidemment que ça va être compliqué de trouver des analogies. Et là, du coup, je ne l'avais pas fait signaler, mais je le signale, déjà quand, on est passé sur l'hébreu, on a changé de branche, on a changé même de superfamille parce que l'hébreu, ça fait partie des langues sémitiques comme l'arabe, heu, mais du coup, c'est plus dans la famille des langues indo-européennes. Donc là, il y a carrément un shift. Heu, L'hébreu comme l'arabe ou comme le russe, il y avait un changement d'alphabet. Le changement d'alphabet, c'est cosmétique, hein, ça paraît, compliqué comme ça. Alors, c'est cosmétique pour le russe, pour, l'hébreu, c'est déjà moins cosmétique parce que c'est quand même un petit peu plus technique d'arriver à le percevoir et pour l'arabe, c'est quand même aussi technique parce on va le voir quand je ferai la vidéo sur l'arabe, il y a des modifications. Là, le chinois, c'est un double shift parce que, il y a non seulement le fait que ça soit on change de superfamille, d'accord? Parce qu'on rentre dans les langues sinographiques, et on change de système conceptuel d'écriture. Parce que changer d'alphabet, bon, ouais, ça peut être plus ou moins violent, mais le concept, ça reste quand même le même. C'est on a une succession de symboles pour former des mots et chaque mot, après, on va les ajouter pour former des phrases et ainsi de suite. Les idéogrammes chinois, c'est une autre paire de manches. Donc c'est là qu'il faut séparer le travail en 2 parties, en fonction de vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est de travailler en Chine? C'est, de, pouvoir, comme ça, lire et écrire le chinois? C'est pas la même chose que si votre objectif, c'est simplement de pouvoir interagir, communiquer, essentiellement à l'oral quand même, on va pas se mentir. L'essentiel de la communication entre les humains, c'est à l'oral. Dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Dans tous les cas, de toute façon, il est plus facile d'apprivoiser d'abord l'oral que d'apprivoiser, l'écrit. Parce que le système chinois est très complexe, et surtout pour nous, occidentaux, enfin pour nous, j'allais dire, alphabétisés, c'est-à-dire, l'ensemble des personnes de cette planète, hein, parce que c'est aussi compliqué pour un Russe ou pour un Israélien ou pour un Arabe, hein. C'est un changement complètement de système. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que si vous vous attaquez, à tout en même temps, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc pour ce qui est de l'oral, il y a aussi des difficultés, hein. Faut être clair. Il y a des difficultés parce que là, on rentre dans une catégorie de langues qu'on appelle les langues tonales.
Les langues tonales, ça veut dire que c'est l'intonation et il y a des niveaux d'intonation qui sont beaucoup plus subtils que dans les langues, indo-européennes, qui vont changer radicalement la signification des mots. Donc c'est pas uniquement cosmétique, c'est pas juste pour être dans le coup, non, c'est que ça va changer, beaucoup de choses. Donc il va falloir travailler votre oreille, vraiment. Donc ça, j'insiste là-dessus. Néanmoins, grâce à des outils comme Duolingo, c'est effectivement, hein, je crache souvent sur Duolingo en disant: «Oui, c'est pas suffisant pour apprendre la langue», mais pour débroussailler, je vous ai dit, c'est très bien. Et pour le chinois, je peux vous le dire que Duolingo, c'est très, très bien parce que ça fait bien travailler les 4 compétences et ça vous permet comme ça de vous familiariser à l'oreille et au niveau de la prononciation. Là, en tant que francophone, il va falloir faire un effort considérable au niveau de la prononciation et de l'écoute parce qu'on n'est pas du tout, opérationnel sur cet aspect-là. La bonne nouvelle, c'est que vous allez voir que lorsque on étudie la partie, plutôt de la grammaire chinoise est en fait beaucoup plus simple que les grammaires latines. Il y a pas de conjugaison. Il n'y a pas de conjugaison. Donc c'est, considérablement beaucoup plus simple sur cet aspect-là. Donc la focale, il va falloir la mettre sur la prononciation et sur l'écoute et ce concept d'idéogramme parce que on va parler par concept, d'accord? Donc c'est important de comprendre ça. Cela étant, mis en garde, c'est une langue comme une autre et surtout sur l'aspect, de l'apprentissage de la communication, concrète, c'est pas si difficile que ça. C'est beaucoup moins, difficile, surtout aujourd'hui au XXIe siècle avec tous les outils qu'on a et notamment encore une fois j'insiste Duolingo. Duolingo, là il faut dire les choses, il fait très, très bien le job pour le débroussaillage, c'est parfait. Pour le débroussaillage, c'est parfait, c'est même d'ailleurs, je ne crois pas avoir vu de meilleure application, pour faire ça. C'est-à-dire comme la plupart des gens, a priori, vous démarrez de zéro par rapport aux chinois, Duolingo, c'est très, très bien. C'est très, très bien parce que vous pouvez acquérir comme ça des réflexes qui sont directement utilisables. Et ça c'est très bien. Parce qu'en plus, pour une fois, ils ont fait l'effort là, Duolingo sur le chinois de pas faire des phrases un peu à la con. Là, vous avez des vraies phrases, «Je prends un thé», que je regarde un film ou enfin des choses concrètes et pas, le chat mange je sais pas quoi, non, non, c'est vachement bien fait pour ça. Maintenant, concrètement au niveau de, les usages, bah, je vais pas vous faire un dessin. Si vous allez en Chine, ça va être très utile. En dehors de la Chine, il faut savoir quand même que sur internet, alors assez bizarrement, j'ai été surpris de voir cette statistique, il y a une micro baisse de la proportion des, sites web, en chinois. Alors est-ce que c'est parce que les, Chinois apprennent plus l'anglais et donc du coup ils écrivent moins de contenu sur le web, en chinois? Je ne sais pas. Si vous avez des informations là-dessus, dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, il y a cette, petite baisse, bon c'est pas bien méchant, hein, c'est 0,1 mais tout de même, c'est quand même une baisse. On peut voir également qu'il y a la même tendance, sur le vietnamien qui est juste en dessous. Et qu'on retrouve, la même tendance chez le persan, et que qu'est-ce qu'on avait? On a la même tendance sur le russe. Ma petite théorie là-dessus, mais elle est contredite par le japonais, mais je vais vous expliquer pourquoi, on peut contredire avec le japonais. Ma petite théorie, c'est que les, langues qui n'utilisent pas l'alphabet latin, bah, elles ont tendance à disparaître sur internet et on peut le voir aussi même avec l'hébreu, ça confirme ma petite théorie. Donc toutes les langues, qui n'utilisent pas l'alphabet latin, donc parmi les 38, langues qui sont proposées ici, à part le bulgare et encore je sais pas si le bulgare ne s'est pas latinisé, donc joker sur le bulgare, mais l'ukrainien pour les raisons, géopolitiques, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le russe. Bon, il y a tout de même quand même le coréen qui me contredit, mais le coréen, il va avec le japonais. Je vais vous expliquer ça dans un instant, vous allez comprendre. Donc, si on regarde donc, les langues qui n'utilisent pas l'alphabet latin, donc le vietnamien, le chinois, le persan qui utilise l'alphabet arabe, le turc qui pourtant utilise l'alphabet latin, hem et le, russe, eh bien, les langues qui n'utilisent pas l'alphabet latin, bah, ils s'aperçoivent que, vis-à-vis des standards d'internet et compagnie, bah, c'est chiant en fait, tout simplement. Faut dire les choses, c'est très chiant, c'est très, très chiant. Donc aussi vous avez en parallèle, une population qui, progresse en termes d'utilisation des outils internet, des outils informatiques en général et donc qui dit augmentation de l'utilisation des outils, internet et informatiques en général, ça implique aussi une augmentation de la confrontation à l'anglais. D'accord? C'est pas mécanique, ça rend pas forcément meilleur en anglais, mais ça rend quand même l'anglais plus familier. Donc du coup, comme la plupart des outils, sont d'abord, codés, documentés en anglais, et ben c'est plus pratique d'utiliser, au moins ne serait-ce que dans un premier temps, le même alphabet.
Donc voilà pourquoi, à mon avis, ces choses-là se produisent. Maintenant, pourquoi est-ce que, le japonais et le coréen, sont des contre-exemples de ça? Premièrement, c'est que, même si la Chine est aujourd'hui, très développée, pendant des décennies, hein, la Chine était derrière et de toute façon même, encore aujourd'hui, la Chine reste derrière, le Japon et la Corée, notamment la Corée du Sud. Le Japon et la Corée du Sud sont des géants au niveau de la technologie et surtout la Corée du Sud. Et comme je l'avais évoqué, je sais plus dans quelle vidéo, mais il y a quand même un attrait de population étrangère envers tout ce qui est, les animés, donc les mangas, la culture japonaise en général, donc ce qu'on appelle les otaku et aussi, on a exactement le même phénomène par rapport à la culture coréenne avec les K-dramas, la K-pop et cetera et cetera. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent très activement, à ces pays-là et à ces cultures-là et comme ce sont des pays et des cultures qui jusqu'à présent, si vous allez, enfin le Japon je peux pas vous dire, mais je suis allé en Corée du Sud, je peux vous dire qu'avec l'anglais tout seul, vous êtes quasiment mort. Bon bien sûr, aujourd'hui avec, tous les outils de traduction, il y a tout qui est traduit, mais si vous voulez interagir avec des gens en direct, juste avec l'anglais, c'est mort. Il vous faut, apprendre le coréen. Donc comme ce sont des producteurs de technologie, ils en produisent directement, je veux dire contrairement à l'Europe, et à d'autres parties du monde, les Coréens ont leurs équivalents des GAFAM. Donc ils ont leurs propres outils, leur propre équivalent de ChatGPT, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent leur propre caractère. Donc ils sont beaucoup moins dépendants que les autres des caractères, latins et donc des choses qui sont écrites en anglais. Donc voilà, d'où vient ce truc-là. Pour revenir au chinois, parce que c'est quand même le propos de cette vidéo, le chinois, c'est aussi la matrice, au niveau de l'écriture par contre, des caractères pour le japonais et pour le coréen. Même si pour le coréen, il y a une dérivation plus importante, mais tout de même la racine originelle, c'est, le chinois. Donc ça me semble intéressant, je dirais que le chinois, c'est le latin de ces langues-là. Donc c'est toujours utile d'avoir une connaissance de la racine, si vous vous intéressez au reste. Voilà. Après, je recommanderais pas d'attaquer de front, 2 ou les 3 de ces langues-là, mais voilà, si vous savez pas par laquelle commencer, il me semble que le chinois, c'est le plus, peut-être le plus simple. En tous les cas, vous avez dans la description un lien pour vous procurer ce livre, c'est, 5 € et ça permet de soutenir la chaîne et en même temps, d'accéder à beaucoup de ressources rapidement sans perdre du temps sur internet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Regardez les playlists, notamment la playlist où je vous montre comment, quand je mouille le maillot, pour apprendre le chinois à partir de zéro. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.